à tous, doux rêveurs du cinéma et ou songeurs de la science et tous ceux qui nous écoutent en retrouvant leur liberté de mouvement et de déplacement. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7e art la ramène. Sa Science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est Inception de Christopher Nolan et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand nous dormons ? Pour cela, nous allons redécouvrir les différentes phases du sommeil, voir de quoi nous sommes capables quand nous sommes dans les bras de Morphée et même apprendre à communiquer avec quelqu'un qui dort, peut-être, on verra. Pour cela, nous avons à notre côté une experte, Delphine Oudiette, chercheuse INSERM Sorbonne Université à l'Institut du cerveau. Bonjour Delphine. Bonjour. Qu'y a-t-il de plus résistant comme parasite ? Une bactérie ? Un virus ? Un ver solitaire ? Ce que M. Cobb entend par là, c'est que... Une idée. Des plus résistantes et contagieuses. Une fois que l'idée s'est installée dans l'esprit, il est presque impossible de l'éradiquer. Une idée arrivée à maturité, à intelligibilité, elle s'enracine. Là-dedans, quelque part. Avant que quelqu'un comme vous la vole ? C'est ça, à l'état de rêve. Vos défenses conscientes étant diminuées, vos idées sont susceptibles d'être dérobées. On parle d'extraction. Monsieur Saito, nous exerçons votre subconscient à se défendre et à repousser jusqu'au plus adroit des extracteurs. Et par quel moyen ? Je suis le plus adroit des extracteurs. Je ratisse les esprits afin d'y dénicher les secrets. Je connais tous les trucs. Et je vous les apprendrai afin que, même endormi, vous ne baissiez jamais la garde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Inception. Sorti en 2010, le film suit Dom Cobb, un voleur un peu particulier. Sa spécialité, s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu enfoui au plus profond de son subconscient pendant qu'il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très convoité par l'espionnage industriel, cet homme blessé accepte une dernière mission qui pourrait lui permettre de retrouver sa vie d'avant. Mais pour cela, il doit accomplir l'impossible, l'Inception. C'est-à-dire qu'au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l'inverse, c'est-à-dire implanter une idée dans l'esprit d'un individu. S'ils y parviennent, il pourrait s'agir du crime parfait, une mission au plus profond de l'inconscient où les rues se tordent et où Hans Zimmer nous bombarde de ça. Alors Delphine, est-ce que vous avez vu le film ? Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en avez pensé spontanément ? Est-ce que c'est un film qui vous plaît ? Alors, je trouve que le concept est génial. Par contre, j'ai moins aimé la réalisation. Je trouvais que le film était un petit peu long et un petit peu trop poum-poum, un peu trop d'action. Un petit peu trop poum-poum. Je pense que c'est une bonne définition du cinéma de Christopher Nolan. C'est long et beaucoup de poum-poum. Ça me va beaucoup. Avant de plonger plus en avant dans le sommeil, les questions que nous allons aborder, j'aimerais bien revoir un petit peu avec vous les différentes phases par lesquelles on passe pendant le sommeil, en fait, parce qu'on sait tous à peu près, mais pas exactement. Le sommeil, c'est en plusieurs étapes. Comment ça fonctionne ? Par quoi on passe quand on dort ? Ok, donc je vais déjà commencer par rappeler comment on enregistre le sommeil, pour ceux qui ne savent pas. Donc on a besoin de au moins 3 capteurs. Un qu'on va placer au niveau de la tête pour enregistrer l'activité cérébrale. Des capteurs qu'on va placer au niveau des yeux pour enregistrer les mouvements oculaires et un au niveau du menton pour enregistrer l'activité musculaire. Et donc en effet, le sommeil est divisé en différentes phases. 4 phases exactement. La première qui est celle de l'endormissement, on appelle ça le stade 1. Puis le sommeil lent qui est divisé en 2 stades. Le stade 2 qui est le sommeil lent léger. Le stade 3 qui est le sommeil lent profond. Et enfin, on passe en sommeil paradoxal. Et l'ensemble de ces phases de sommeil, donc 1, 2, 3, sommeil paradoxal, constitue un cycle de sommeil. Et on va avoir plusieurs cycles pendant la nuit. Combien de cycles à peu près pendant une nuit, je dirais de 8 heures, quoi. À peu près entre 4 et 6 cycles par nuit. Et en fait, ces différentes phases vont avoir des durées différentes en fonction de la période de la nuit où on est, c'est ça ? Ouais, donc un cycle dure environ 1h30 et en début de nuit, on va avoir tendance à avoir plus de sommeil lent profond pour récupérer de toutes nos activités de la journée. Et en fin de nuit, plus de sommeil paradoxal. Mais on a quand même tous les stades qui sont dans chaque cycle de sommeil. Et c'est quoi la différence ? Alors, par exemple, le sommeil lent, vous l'avez plus ou moins dit, on récupère plus pendant le sommeil lent. Mais voilà, concrètement, on est comment pendant le sommeil lent ? Notre corps, il agit comment à ce moment-là ? Donc, les stades vont se différencier par l'activité de notre cerveau. Donc, on peut considérer que le cerveau est comme un grand orchestre où les membres de cet orchestre vont être les neurones et ils vont jouer de la musique, on va dire, sous forme d'activité électrique à différents tempos. Quand on va dormir, le tempo va ralentir globalement
Et petit à petit, les neurones vont se synchroniser, c'est-à-dire qu'ils vont jouer sur le même tempo pour arriver au summum en sommeil profond, où ils vont jouer donc de manière très lente, mais vraiment tous synchronisés, comme si vous clapiez des mains. Donc ils clapent, ils font un grand son, puis ils s'arrêtent, il y a un silence, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le sommeil lent profond. Et en sommeil paradoxal, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que donc, les neurones vont rejouer d'une manière rapide et se désynchroniser, donc chacun fait son truc. Et donc c'est une activité qui ressemble un petit peu à celle de l'éveil, d'un point de vue cérébral, mais par contre, notre corps est totalement paralysé, d'où le nom de sommeil paradoxal. Et une autre caractéristique du sommeil paradoxal, c'est que les yeux vont bouger très rapidement sous les paupières, et donc ce qui a donné son nom en anglais de REM sleep pour Rapid Eye Movement Sleep, donc sommeil à mouvement, avec des mouvements oculaires rapides. Et c'est pendant cette phase paradoxale plutôt qu'on rêve, enfin traditionnellement ce qu'on imagine le rêve, c'est-à-dire ces moments vraiment bizarres, parfois dans la tête, avec des scénarios incroyables et qu'on a tout oublié au petit matin et que c'est un petit peu agaçant. C'est plutôt dans cette phase-là que ça arrive, au sommeil paradoxal. Alors c'est un petit peu un mythe, on rêve dans tous les stades, de manière continue pendant la nuit. Les rêves vont devenir de plus en plus bizarres au fur et à mesure de la nuit. Donc, vu qu'il y a plus de sommeil paradoxal en fin de nuit, il va y avoir en effet plus de rêves bizarres en sommeil paradoxal, mais ça peut aussi arriver en sommeil lent et en tout début de nuit, à l'endormissement, où vous avez ces images un petit peu farfelues qui peuvent être très étranges et ressembler vraiment à un rêve au sens du public. Oui, au sens général où on l'entend en tout cas, cette idée du rêve. Et vous, spécialement, Delphine, vous travaillez donc à l'Institut du cerveau. Quel est votre domaine particulier parce que vous êtes chercheuse, qu'est-ce que vous cherchez en fait, concrètement, dans notre sommeil ? Donc, je suis chercheuse en neurosciences, ça veut dire que je vais m'intéresser plus particulièrement à l'activité du cerveau et à la cognition, donc les grandes fonctions de ce qui font qu'on est humain, donc la mémoire, la créativité en particulier. Et donc je m'intéresse au rôle du sommeil dans ces fonctions et aussi évidemment aux rêves, puisque c'est le sujet aujourd'hui qui les accompagne, essayer de comprendre à quoi ça sert de rêver, comment ça se matérialise dans notre cerveau, ce genre de questions. Et comment vous procédez ? Parce que, dans le film, par exemple, on voit Leonardo DiCaprio, oui, parce que c'est lui, Dom Cobb, c'est Leonardo DiCaprio, qui va rentrer dans le subconscient de quelqu'un d'autre. Vous rentrez pas dans le subconscient des gens. C'est pas possible. On est d'accord. On est d'accord. Non, moi, je pose des capteurs. Donc, ce que je vous expliquais au départ, je vais mettre des capteurs au niveau de la tête, des yeux et des muscles. Je vais demander à des gentils volontaires ou des patients, donc qui sont gentils aussi, ils sont pas méchants, de venir dormir dans un laboratoire de sommeil qui est à la Pitié-Salpêtrière. Et je vais faire des tests selon la question que je me pose. Donc, par exemple, des tests de mémoire avant et après avoir dormi. Je vais collecter les récits de rêve et je peux aussi faire appel à des populations particulières. Donc, par exemple, les rêveurs lucides et leur demander de faire des choses au sein de leurs rêves. C'est quoi un rêveur lucide ? Alors, normalement, pour les rêveurs classiques, on va dire, vous êtes endormi et vous adhérez à votre rêve, c'est-à-dire que vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans un monde qui n'a pas de réalité matérielle. Donc ça, c'est le rêve classique. La différence majeure avec un rêveur lucide, c'est que lui, il va avoir cette capacité d'être à la fois endormi, en sommeil paradoxal, mais en même temps d'être conscient qu'il est dans un rêve. Donc, il est dans une réalité, on va dire, alternative. Et donc, il retrouve cette conscience. Il croit pas à son rêve comme un rêveur classique. D'accord. Et avec lui, on peut à peu près... Comment vous arrivez à communiquer avec cette personne, ce rêveur lucide, en fait ? Donc l'avantage des rêveurs lucides, c'est que donc, non seulement ils sont conscients de rêver, mais ils peuvent aussi envoyer un télégramme depuis leur rêve, grâce soit par exemple à des contractions faciales, donc au niveau des muscles du visage, soit en bougeant leurs yeux d'une certaine façon. Donc ils peuvent faire un message avec leurs yeux qu'on aura défini préalablement. Donc par exemple bouger les yeux gauche-droite, en essayant de toucher leurs oreilles. Donc ça va faire des mouvements très amples et très particuliers qu'on va pouvoir discerner des mouvements oculaires spontanés. Et ça, on va pouvoir l'enregistrer avec nos capteurs et on le voit du coup sur nos tracés de sommeil. Donc on peut déterminer que la personne est bien en train de dormir en sommeil paradoxal et en même temps délimiter le début et la fin du rêve. Le mouvement oculaire fait comme un clap de début, un clap de fin.
Et certains de ces rêveurs lucides ont en plus de cette capacité la possibilité de contrôler leur scénario de rêve, dans une certaine mesure, pas totalement, mais un petit peu. Et donc on peut leur demander de faire certaines missions en rêve, comme par exemple compter jusqu'à 10 ou retenir sa respiration. Et évidemment, avant de faire la mission, ils doivent indiquer qu'ils commencent la mission grâce au mouvement oculaire et qu'ils la terminent avec un mouvement oculaire. Ce qui va faire qu'on va avoir notre rêve d'intérêt visible, en quelque sorte, sur le tracé de sommeil, et on va pouvoir analyser l'activité cérébrale associée, par exemple. Donc en fait, un petit peu comme Leonardo DiCaprio et son équipe, c'est vous l'architecte de leur rêve à ce moment-là. Vous essayez un petit peu de contrôler ce qu'il est en train de rêver, en tout cas. Alors, c'est pas vraiment moi qui contrôle, je leur demande en amont de faire quelque chose. S'ils veulent pas le faire, bon, ils vont pas le faire. Et c'est eux qui initient en fait le moment où ils font le rêve, et c'est eux qui décident de la manière dont ils vont le faire. Et récemment, donc ça, c'est des choses qui ont déjà été réalisées par mon laboratoire, mais aussi d'autres laboratoires à travers le monde. Et donc récemment, on a essayé d'aller plus loin, pour vraiment communiquer en direct avec un rêveur. Donc, pas lui donner des instructions préétablies, mais d'envoyer des stimulations, donc sous forme auditive ou tactile, pendant le sommeil paradoxal. Et il devait y répondre, soit en bougeant les yeux, soit en contractant les muscles du visage. Et donc, par exemple, on a pu poser des questions comme « Est-ce que tu parles espagnol ?» ou « Est-ce que tu étudies la biologie ?» Et il pouvait répondre « Oui » en souriant 2 fois ou « Non » en fronçant les sourcils 2 fois. Et donc, on a montré pour la première fois que ce type de méthode pouvait marcher, ce qui ouvre la porte à des interviews en rêve un petit peu plus poussées pour la suite. Est-ce que ça veut dire qu'en rêve, on ne ment pas, par exemple? Parce qu'il y a des interviews peut-être plus poussées. Est-ce que ce serait un moyen le vrai sérum de vérité, ce serait celui-là? Alors non, parce que justement, ils étaient capables de même réfléchir à la question en rêve. Donc dans l'exemple où on leur demandait « Est-ce que tu parles espagnol ?» La personne elle avait fait LV2 espagnol à l'école, et donc elle avait quelques notions, mais elle n'était pas bilingue du tout. Et donc il a hésité à répondre oui ou non. Il avait exactement la même cognition qu'à l'éveil. On n'a pas soutiré un secret. Il pouvait choisir de répondre ce qu'il voulait. Donc vous n'êtes pas encore tout à fait au niveau de l'équipe de Leonardo DiCaprio qui va chercher des secrets dans la tête des gens. Mais le film de Inception, pour le coup, on comprend que aller retirer des secrets, c'est ce qu'ils savent déjà très très bien faire finalement. Là, ce qui va être le clou de l'affaire, le nœud de l'histoire, c'est d'implanter finalement une idée dans la tête des gens, de leur faire penser quelque chose et qu'au réveil, ils aient cette idée-là qu'ils n'avaient peut-être pas auparavant. Et ce serait, c'est un peu la technique. Est-ce que ça, c'est possible, en fait. Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut essayer, ou est-ce que ces recherches peuvent mener aussi à l'idée qu'on peut implanter une idée dans la tête des gens? Est-ce que ça existe déjà, d'ailleurs? Alors, il y a quelques études qui vont un tout petit peu dans ce sens, évidemment pas au niveau de Inception. Donc, depuis quelques années, il y a une méthode qu'on appelle Targeted Memory Reactivation, qui veut dire réactivation de la mémoire ciblée. Qui consiste à associer un apprentissage avec un indice sensoriel, donc ça peut être un son ou une odeur, et ensuite à rejouer cet indice, donc par exemple le son, pendant que la personne dort. Et ça, il a été montré dans une centaine d'études à peu près, donc c'est quand même assez robuste, que ça pouvait renforcer le souvenir associé au son. Donc c'est pas vraiment une idée, mais ça permet de guider en fait quels souvenirs vont durer ou pas. Et dans une de mes expériences, j'ai réussi à sauver des souvenirs de l'oubli grâce à cette méthode. Et dans cette méthode, a priori, les participants ne sont pas vraiment conscients de ce qu'on fait. Ils ne se souviennent pas des sons qu'on a joués pendant le sommeil. Donc nous, on l'utilise pour essayer de booster la mémoire. Mais on peut imaginer que ça pourrait être utilisé pour implanter des idées. Voilà, ça c'est une première chose. Il y a un petit peu plus tard, il y a une équipe qui allait encore plus loin pour essayer d'influencer le comportement des gens. Et donc il a demandé à des participants qui étaient des gros fumeurs, qui avaient envie d'arrêter de fumer,
de venir dormir au laboratoire. Et cette fois-ci, donc ils ont utilisé cette même méthode indice sensoriel, mais sans associer un indice avec quelque chose à l'éveil. Ils ont vraiment tout fait pendant le sommeil. Ils ont mis une odeur de cigarette qui a été suivie d'une odeur très désagréable, donc soit un œuf pourri, soit un poisson en décomposition. Donc ça pendant le sommeil. Et ces auteurs ont montré que les participants de cette étude fumaient moins après avoir fait cette expérience pendant le sommeil qu'avant d'avoir fait cette expérience. Et cette méthode ne marchait pas si on faisait la même chose à l'éveil. Donc ce qui est assez bluffant parce qu'il y a vraiment une influence d'un comportement. Mais les sujets étaient volontaires, donc on ne sait pas si ça aurait marché s'ils n'avaient pas envie, par exemple, d'arrêter de fumer. Et encore plus récemment, il y a une équipe à Harvard qui a développé une espèce de dispositif qui ressemble un petit peu à un gant. Donc c'est quelque chose que vous mettez au niveau du bras et qui est capable de détecter quand vous vous endormez. Et quand vous vous endormez, il va vibrer pour vous réveiller. Et ils ont associé ça avec une espèce de petit robot, enfin un algorithme qui est connecté à un ordinateur, qui va envoyer des instructions pendant cette phase. Donc à chaque fois que vous tombez dans le sommeil, il vous réveille et vous dit par exemple pensez à un arbre. Et c'est bon, maintenant vous pouvez vous rendormir. Et puis dès que vous vous réendormez, il va vous réveiller pour vous demander à quoi vous pensiez. Avec cette méthode, ils ont réussi à implanter des rêves liés à des arbres de manière assez robuste, en faisant quelques contrôles pour prouver que c'était le cas. Et donc là, c'est la première fois où vraiment ils ont influencé le contenu d'un rêve à l'endormissement. Grâce à cet outil, mais encore une fois, les participants, ils entendent qu'on leur dit de penser à un arbre, donc c'est pas comme si on leur implantait une idée qu'ils voulaient pas avoir. Mais justement, vous dites, ils ont vérifié, mais comment on vérifie que la personne ne ment pas au réveil d'avoir dit « si, j'ai rêvé d'arbre », comment on vérifie ça? Donc c'est pas ça qu'ils ont vérifié, que s'ils disaient autre chose, s'ils disaient, par exemple, juste penser... monitorer vos pensées. Ils rêvaient pas à des arbres, qu'ils rêvaient plus d'arbres quand on leur faisait l'expérience que quand on leur demandait autre chose. Mais en effet, le récit de rêve peut être biaisé et ils peuvent dire ça pour nous faire plaisir. J'étais pas dans l'expérience, mais pour faire plaisir à l'expérimentateur. Et donc c'est une des controverses un petit peu sur l'étude du rêve qui se base la plupart du temps sur le récit, qui peut être... complètement inventé si les participants ont vraiment envie de jouer avec nous, ou avoir des biais d'oubli classiques ou qui reconstruisent a posteriori des choses qui n'ont pas vraiment eu lieu. Et donc c'est pour ça qu'on trouve que c'est intéressant de travailler sur les rêveurs lucides qui vont pouvoir nous donner des indications vraiment en direct au moment où ils rêvent. Et donc de court-circuiter un peu cette étape où il faut à la fois se souvenir du rêve et le traduire en mots. Et justement, pourquoi vous en parliez, en effet moi, en tout cas, je suis le cas typique de la personne qui se réveille, qui se dit « j'ai vécu un truc démentiel, mais alors je m'en souviens pas 2 secondes ». Pourquoi on oublie au réveil le rêve? Alors ça, on ne sait pas. On sait qu'il y a des facteurs qui favorisent le rappel. Donc par exemple, on va se souvenir plus de rêves quand on est réveillé en sommeil paradoxal, ou si on fait plein de petits éveils dont vous n'avez pas forcément conscience, mais il y a une petite fragmentation du sommeil normal pendant la nuit. Et donc plus vous avez un sommeil, on va dire, en mode sentinelle, où un petit bruit vous réveille quelques secondes, plus vous allez avoir de chances de vous en souvenir. Des gens qui sont vraiment intéressés par leurs rêves, on va avoir aussi tendance à se souvenir plus, tout simplement parce qu'ils essayent de noter ou de dicter leurs rêves dès qu'ils vraiment la première chose à faire au moment du réveil. Et donc, vous pouvez vous entraîner à augmenter vos souvenirs de rêves, mais on ne sait pas pourquoi. On ne se souvient pas de nos rêves en général, la grande majorité est en effet oubliée. L'esprit est capable d'à peu près tout. C'est-à-dire ? Imaginez que vous décidez un immeuble, d'accord? Vous en créez consciemment chaque aspect. Mais on se demande par moment s'il ne se crée pas tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, comme si je le découvrais. C'est ça, l'inspiration authentique. Durant le rêve, notre esprit fait cela continuellement. Nous créons et percevons notre monde simultanément. Et notre esprit s'en sort si bien que nous nous en rendons même pas compte.
Et c'est ça qui nous permet d'entrer en plein dans le processus. Comment? En prenant en main l'aspect créatif. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Vous créez le monde d'un rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y met tout son subconscient. Comment voulez-vous que j'obtienne suffisamment de détails pour le convaincre que c'est la réalité? C'est que les rêves, ils font vrai tant qu'on est dedans, pas vrai? Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque qu'ils avaient comme quelque chose d'étrange. Et alors, je fais pas souvent ça dans le podcast, j'aime pas trop qu'on prenne le film et qu'on voit derrière si c'est vrai ou faux, mais c'est vrai qu'on est très tenté sur Inception quand même de se poser 2-3 questions. Donc, par exemple, dans le film, on comprend qu'il y a des rêves dans les rêves, dans les rêves, dans les rêves. Est-ce que déjà ça c'est le cas? Est-ce qu'on peut faire un rêve dans un rêve? On peut rêver d'un rêve? Alors, ce qu'on a vu de temps en temps en recherche, c'est ce qu'on appelle les faux réveils. Donc, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais où il y a des dormeurs qui vont rêver qu'ils se réveillent, mais en fait, ils dorment. Et ça, on peut prouver que ça existe justement avec les rêveurs lucides, parce que donc on peut leur demander de faire un code quand ils sont lucides en rêve, et leur demander de faire un autre code quand ils se réveillent. Et vu qu'on a le tracé d'enregistrement des états de vigilance, on peut vérifier ce qui se passe vraiment physiologiquement. Et il y a des rêveurs lucides qui ont fait le code « Ok, je suis lucide », et qui ont fait le code « Je me réveille », mais nous, on voit du sommeil paradoxal. Et ce qui était rigolo pour l'anecdote, c'est que ce rêveur lucide en particulier pensait qu'il avait fait un réveil, faux réveil donc, dans le laboratoire, et l'expérimentateur lui arrachait les capteurs de manière sauvage, et il s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était quand même peut-être pas très crédible, parce que voilà. Vous n'êtes pas violents, ça va. Et donc il a refait le code pour dire ah non, en fait je suis lucide. Et donc ça, on sait que ça existe, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Et dans le film, on comprend aussi, notamment avec cette musique qui sert à synchroniser un petit peu tout le monde aux différentes étapes du rêve dans le rêve dans le rêve, ce qui fait qu'on comprend plus rien au bout d'un moment dans le film, mais voilà, qui permet de synchroniser tout le monde, c'est cette musique d'Edith Piaf, non, rien de rien, je ne regrette rien, et qui, plus on creuse dans le rêve, plus elle devient lente. Est-ce que le temps passe différemment dans un rêve, en fait ? Donc c'est une question qu'on me pose souvent. C'est difficile d'y répondre. Donc toujours pour la même raison qu'on a accès généralement aux rêves seulement a posteriori, par le biais du rapport de rêve. Donc en utilisant le modèle du rêve lucide, il y a quelques équipes qui ont travaillé sur le sujet et qui ont demandé à des rêveurs lucides de compter, par exemple, jusqu'à 10, puis jusqu'à 20, puis jusqu'à 30, toujours en bordant leur mission avec le code oculaire. Et donc là, on peut mesurer vraiment le temps qui s'écoule par rapport à s'ils faisaient la tâche à l'éveil. Et donc dans ces conditions, le temps relatif déjà a été préservé, c'est-à-dire qu'ils mettaient plus de temps pour 30 secondes que pour 10 secondes. Et le temps était à peu près pareil qu'à l'éveil. En revanche, si on leur demandait des choses plus compliquées, comme faire des squats, certains, mais pas tous, faisaient la chose plus lentement. Je parle beaucoup du rêve lucide, mais il y a aussi d'autres pathologies qui permettent de nous donner accès au rêve, notamment un trouble qui s'appelle le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Ça va être des gens plutôt âgés qui ne sont plus paralysés en sommeil paradoxal, comme si le verrou sautait, et vont se mettre à vivre leurs rêves en vrai. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont bouger, ils vont parler. Et donc, avec une vidéo, on peut avoir accès à leurs rêves comme si il était sous-titré pour nous. Et en analysant les vidéos de ces patients, on a l'impression que le temps semble à peu près préservé, parce que quand ils parlent, déjà ils parlent au bon rythme, ils vont pas parler plus lentement ou plus accéléré. Ils laissent des temps de silence comme s'ils écoutaient la réponse de la personne à qui ils parlent, et ils peuvent avoir des conversations comme ça assez longues qui durent 5-10 minutes, et on a l'impression que c'est comme une conversation dans la vraie vie. Donc ce serait une indication que ça va pas plus vite ou plus lentement. Et c'est assez proche du somnambulisme, ce genre de comportement ? Alors, ça ressemble comme ça de l'extérieur, mais c'est pas du tout la même maladie. Le somnambulisme, c'est des comportements complexes qui émergent du sommeil lent profond, avec une espèce d'état dissocié où la moitié du cerveau dort et la moitié est éveillée pour pouvoir permettre de bouger. Ça touche plutôt des enfants ou des jeunes adultes.
Et c'est pas associé à aucune autre maladie neurologique, alors que le trouble comportemental en sommeil paradoxal va toucher des sujets plus âgés, donc 50 ans, on va dire, et plus. Et c'est associé à... Donc déjà, ça se passe en sommeil paradoxal, et c'est associé à des maladies neurologiques. Ça peut être un signe précurseur de la maladie de Parkinson, par exemple. Est-ce que... Alors, bon, vous avez déjà répondu, on ne peut pas rentrer dans les rêves des gens. Ça, on est bien d'accord, ça n'existe pas encore la machine pour partager un rêve avec quelqu'un. Alors, il y a eu une étude, vraiment un balbutiement du décodage de rêve. Donc, c'est pas rentrer pour le modifier, mais essayer de savoir à quoi quelqu'un pense quand il dort. C'est une étude qui a été réalisée par une équipe japonaise où ils ont fait dormir des gens dans une IRM, donc un scanner qui mesure l'activité cérébrale, à l'endormissement, donc quand on a plein d'images et de petits rêves à l'endormissement. Ils les ont réveillés de multiples fois, donc ils ont plein d'images du cerveau au moment où la personne rêve. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'après, ils ont regardé tous les récits de rêves et ils ont essayé de voir s'il y avait des thèmes qui revenaient régulièrement dans les rêves de chaque personne en particulier. Et à partir de cette banque de thèmes, ils ont utilisé plein d'images correspondant à ces thèmes. Donc, par exemple, si le participant rêvait beaucoup de nourriture, ils ont montré à ce participant des centaines d'images de nourriture différentes, cette fois-ci à l'éveil. Tout ça pour entraîner un algorithme mathématique qui va permettre, à partir de l'activité cérébrale, de décoder ce que ça fait dans le cerveau de voir de la nourriture, par exemple. Et donc, ils ont fait ça pour toutes les thématiques. Et ensuite, ils ont regardé, cette fois-ci, pendant le sommeil, avec cet algorithme qui était entraîné sur l'activité éveillée, pour voir s'ils pouvaient deviner si la personne avait rêvé de nourriture, d'une maison, d'une personne, d'une voiture. Et ils ont réussi à décoder une partie de ces rêves, et ils l'ont vérifié après par le récit de rêve. Donc c'est vraiment le balbutiement de la technique, parce que donc c'est assez impressionnant quand même. Oui, mais ça devient du roman photo du rêve en fait. Ouais, il peut faire un petit film de ce que la personne a vu. Mais attention, ils ont vraiment un degré de précision qui est très bas, donc ils vont savoir que vous rêvez par exemple d'une personne, mais pas si c'est votre meilleur ami ou votre grand-père. Donc c'est vraiment très grossier. C'est comme s'il y avait des mots-clés dans le rêve, mais c'est tout quoi. Donc on est loin quand même de deviner ce à quoi pense une personne ou rêve une personne. Il y avait une autre question qui me taraudait, parce que vous parliez tout à l'heure du rêveur lucide qui, d'un seul coup, comprend qu'il est encore dans un rêve. Il s'est réveillé, visiblement il a cru qu'on lui avait arraché tout et que c'était un peu bizarre quand même. Et c'est là qu'il s'est dit, il y a un truc pas normal, peut-être que je suis encore en train de rêver. Est-ce que, parce que dans le film, dans Inception, on a ces fameux objets qui nous permettent de savoir si c'est la réalité ou pas la réalité. En l'occurrence, pour Leonardo DiCaprio, c'est l'affaire d'une toupie. Quand elle continue de tourner sans s'arrêter, c'est qu'il est encore dans le rêve. Et si elle tombe, c'est qu'il est dans la réalité. Est-ce qu'on a des moyens, nous, pour savoir, comme vous disiez, on adhère, surtout pour les rêveurs classiques, les rêveurs comme moi, par exemple, on adhère à nos rêves. Est-ce qu'on a des moyens de savoir qu'on est en train de rêver? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre rêve pour se dire « Ah oui, non, en fait, là, c'est un rêve ». À part se réveiller le matin, je veux dire. Ouais, donc c'est une technique qui est en effet utilisée par les rêveurs lucides. En anglais, on appelle ça les dream signs, donc les signes de rêve. Et donc c'est une technique justement pour apprendre à devenir rêveur lucide. L'idée, c'est déjà de se souvenir de ses rêves et de noter ou de dicter ses rêves pour essayer de trouver des thèmes qui reviennent de manière récurrente et surtout des thèmes qui sont différents de ce qu'il y a pendant la réalité. Ça peut être une porte qui est bizarre, l'heure qui tourne pas rond, les mains où il manque un doigt, ce genre de choses. Et à force de voir votre pattern de rêve et si les choses qui sont étranges mais vraiment propres à vous, vous pouvez décider que ça, c'est un signe où il faut vraiment faire attention et vous entraîner à détecter ce signe en le faisant à l'éveil. Donc, si je reprends l'exemple de la main qui est un peu déformée, à chaque fois que vous voyez votre main, vous allez la regarder et vous demander si vous rêvez. Donc, évidemment, à l'éveil, normalement, elle ne va pas bouger. Mais le fait de vous poser cette question de manière très régulière va faire que votre cerveau va se conditionner à se poser la question à chaque fois qu'il voit une main, enfin votre main,
Et donc, quand vous êtes dans votre rêve, si vous voyez votre main, vous avez de fortes chances de penser à vous poser la question et donc d'identifier si elle est bizarre que vous êtes en train de rêver. Et donc, comme signe de rêve, c'est mieux peut-être d'utiliser des choses que vous avez toujours avec vous, donc votre corps, oui. Parce que la toupie, c'est pas sûr que vous l'ayez dans votre poche à chaque rêve que vous faites. Donc, vous allez manquer plein d'informations si vous utilisez ce genre de signe. D'objets extérieurs, quoi. Vaut mieux rester sur soi complètement. Mais concrètement, alors ça c'est pas facile, puisque comme vous l'avez dit, on peut pas non plus rentrer dans la tête des gens exactement et filmer ce qu'ils sont en train de rêver, quoique parfois, encore une fois, on aimerait tous en savoir un petit peu ce qui s'est passé. Mais a priori, de vos connaissances, qu'est-ce qui se passe pendant les rêves, en fait ? Qu'est-ce qui se mélange dans la tête, en fait, à ce moment-là ? Sans parler de l'interprétation des rêves et d'aller chercher de la signification, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Ils sont composés de quoi, ces rêves ? On pense tout simplement qu'ils sont composés de nos souvenirs, donc à la fois des souvenirs récents et des souvenirs qui peuvent être d'autres périodes de notre vie, et que ces souvenirs vont être activés donc soit de manière aléatoire, soit avec un processus encore inconnu mais qui va favoriser certains souvenirs plutôt que d'autres en fonction de leur saillance, de leur importance pour nous à ce moment-là. Et ils vont se mélanger, peut-être par association d'idées, où l'activation d'un souvenir va associer d'autres souvenirs qui sont plus ou moins connectés. Et le fait que tous ces souvenirs se mélangent peut nous paraître bizarre a posteriori quand on regarde nos rêves. Donc, d'après vous, Delphine, vous, par vos recherches, par vos connaissances, pourquoi on rêve, en fait ? À quoi ça sert ? Il n'y a pas de consensus parmi les chercheurs sur les fonctions du rêve, mais il y a plusieurs hypothèses. Donc, une première hypothèse, ce serait que le rêve est comme un simulateur de réalité virtuelle super puissant qui va nous préparer à affronter nos peurs, les futurs dangers qu'on pourrait rencontrer. Et donc, qu'il faut qu'elle soit la plus réaliste possible pour qu'on y croie et qu'on se prépare vraiment, mais on se prépare en toute sécurité. Oui, c'est dans la tête. Parce que c'est dans la tête. Donc, ça, c'est un grand courant de théorie qu'on appelle la simulation de la menace. Il y a d'autres hypothèses sur les émotions qui va nous permettre de faire comme une petite thérapie de digestion des émotions. Et il y a une hypothèse sur la créativité, que justement tous ces réarrangements de souvenirs va nous permettre de trouver des solutions à nos problèmes ou trouver des nouvelles idées, booster la créativité, d'être un autre mode de pensée que l'éveil qui serait complémentaire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Delphine. Mais avant de vous laisser, déjà, moi, je vous ai imposé un film, en l'occurrence, Inception, que vous avez adoré. C'est ce que vous avez dit au début. Je cite mot pour mot. Mais à vous, peut-être de me conseiller un film, une œuvre, un genre de cinéma que vous avez envie de partager et que vous avez envie de dire, non, regardez ça, vous ferez de beaux rêves derrière. Moi, j'aime bien les films chorales où il y a plein de destins enchevêtrés, on va dire, autour d'une thématique commune. Donc, Crash, Collision, je crois, en français. Oui. Sur le racisme, il y a l'auberge espagnole sur une bande de copains, la thématique de l'expatriation. Ou Love Actually sur l'amour. Voilà. Oui, bien sûr, Love Actually. Finir sur l'amour. L'idée en tout cas de partager les expériences avec d'autres personnes, et je pense que c'est ce dont on a tous besoin avec l'année qu'on vient de passer. Donc merci beaucoup Delphine Oudiette d'être venue nous donner des nouvelles de notre sommeil. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.